Tout de suite, on revient sur la personnalité de Jo Dekmin. Jo Dekmin à la tête du théâtre 140 pendant plus de 50 ans et qui avait d'ailleurs commencé à investir le monde culturel avec sa patte et son flair bien à lui, bien avant ça. Bonjour à tous les trois. On va donc évoquer sa personnalité avec vous. C'est difficile. On ne sait pas très bien par quel bout le prendre. Il a fait tellement de choses, Jo Dekmin, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre. Est-ce qu'on peut dire, Patrick Bonté, vous qui l'avez bien connu, vous l'avez tous ici d'ailleurs bien connu, je vais demander vos avis à tous, qu'il a vraiment fait bouger les lignes au niveau culturel à Bruxelles, Jo Dekmin? Oui, on n'aurait pas dit ça à l'époque. Il a plutôt fait trembler le monde du spectacle. Il a fait trembler les lignes, on devrait dire. Oui. En présentant des spectacles complètement radicaux, inventifs, cocasses, dérangeants, provoquants. C'était une sorte d'anti-pédagogie du spectacle, mais qui était souvent plus féconde que la pédagogie elle-même. Et je crois que ce qu'on peut retenir de lui, en tout cas d'abord, c'est l'aspect créateur, créatif. C'est-à-dire dans l'histoire des arts, dans l'histoire de la scène, il y a ce qui compte, ce sont les œuvres, ce sont les artistes, mais parfois il y a des directeurs créateurs qui n'ont pas l'ambition de créer, de faire une œuvre, mais par contre de se mettre au service des autres créateurs et d'inventer une façon de les montrer et de dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut absolument voir et qui n'est pas dans ce qu'on pourrait attendre, qui n'est pas dans le convenu et qui n'est pas dans l'attendu. Ouais, Philippe Brombert, vous l'avez aussi connu de près, vous l'avez accompagné beaucoup, et puis vous avez ensemble d'ailleurs fondé à l'époque les Halles de Schaerbeek. Il y a tout ce que dit effectivement Patrick Bonté, et puis il y a le fait, et c'est lié évidemment, que c'était un découvreur de talent assez hors du commun. Oui, enfin, je n'oserais pas dire qu'il m'a découvert comme talent. Hein. C'est une grande complicité depuis une maison de jeunes alternative à Bruxelles, que les Bruxellois ont peut-être connue il y a longtemps, la Ferme V, où lui venait comme évidemment spectateur particulièrement éclairé, puisqu'il était déjà, il dirigeait le Théâtre 140, et on avait un bel échange. Il nous offrait gentiment des places pour qu'on aille en bande de la maison de jeunes au 140, et lui venait découvrir ce qu'on était en train d'inventer, puisqu'on créait vraiment un nouveau modèle de maison de jeunes dans la lignée de 68. Oui, c'est vrai que d'ailleurs c'est quelque chose à laquelle il tenait aussi, hein, c'est de permettre au plus grand nombre, et il faisait des prix sur les places s'il le fallait pour qu'on puisse venir voir ces spectacles au Théâtre 140. Il était généreux parce qu'on recevait beaucoup de places. Mais pour reprendre un peu ce que dit Patrick, c'est vrai que ce que je trouve fascinant, c'est Jo Dekmin ne représente pas un mouvement, un collectif, une tendance. C'est un homme qui s'est fait seul, entre guillemets, mais en étant extrêmement ouvert sur le monde. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que moi, je perçois, puisque j'ai fait des études tout bêtement universitaires, je n'avais aucune formation particulière, et pour moi, ça a été comme une espèce de pédagogue, mais aussi c'est la personne qui m'a amené à une sensibilité contemporaine. Je me suis ouvert à des aspects que je n'avais jamais imaginés, parce qu'en plus il était curieux d'aller voir ailleurs. Ouais. Donc très souvent je grimpais dans sa voiture. Je vous assure, à l'époque il n'y avait pas d'autoroute, donc pour aller à Amsterdam c'était 3 heures, et puis comme il aimait beaucoup manger les plats locaux, régionaux, donc après le spectacle on allait à Amsterdam manger une rijsttafel chez un Indonésien, et on peut comme ça citer... Il avait ses bonnes adresses. Peut-être voilà. qu'à côté des restaurants qu'il aimait fréquenter, on peut aussi quand même citer quelques-unes des personnalités culturelles qu'il a fait venir dans son théâtre, que ce soit au 140 ou d'ailleurs avant ça à la Poubelle qu'il avait créée à Ixelles, qui était le nom de cette salle qu'il avait créée à Ixelles. Astrid Van Im, vous qui maintenant dirigeait le Théâtre national, le Théâtre 140, mais qui avait travaillé beaucoup avec lui pendant longtemps. On peut peut-être citer quelques-unes de ces grandes figures qui sont venues. Oui, en musique, c'est Pink Floyd, ça tout le monde les cite. Il y a Frank Zappa, il y a les Yes, Johnny Rotten. En danse, c'est Alain Platel, Anne-Theresa de Kersmacher, mais sur le plateau de la Monnaie, le 140 était trop petit. Et puis Andrea Sitter, la compagnie Mosso Bonté qui est venue aussi. Donc vous les citez justement, Anne-Theresa de Kersmacher ou Alain Platel. C'est vrai qu'à l'époque, ces liens avec la culture flamande n'étaient pas aussi
évident ou courant qu'ils le sont aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup plus séparé. Jo a toujours aimé les Flamands, son père est flamand. Et au 140, il y avait une grande spécialité, c'était aussi de présenter des spectacles dans les deux langues. Et c'était parfois à sa propre demande. Il allait demander à des compagnies, à l'ensemble Leporello par exemple, s'ils acceptaient de jouer le spectacle dans les deux langues. Ça, c'était une belle spécificité du 140. Oui. Alors, à propos du 140, justement, il l'a présenté lors d'une interview qu'il nous avait accordée en 1993 ici, dans une émission qui s'appelle Arrêt facultatif. Il parlait d'une baraque foraine et je vous propose qu'on l'écoute. J'ai pas voulu faire un théâtre. Je voulais que ce lieu ressemble à une baraque foraine, mais qui ait une signification. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu une petite aventure de cabaret littéraire, hein, avec des gens comme l'auteur de chant de Boris Vian, celui de Léo Ferré, des gens, voilà. Donc ça m'importait, je disais du Henri Michaud, il y a eu du jazz. Donc finalement, tout pour moi est théâtre, la chanson, la musique, la danse. Patrick Bonté, c'est rare ça, hein. Tout pour moi est théâtre, la chanson, la danse, le théâtre, la musique. C'est vrai qu'habituellement on a l'habitude de programmation assez ciblée, tandis que dans son cas à lui, ça allait dans toutes les directions. Oui, ce qui est assez particulier, c'est que effectivement la programmation de Jo embrassait un spectre très large, allant du théâtre au jazz, au rock, à la danse. Mais on ne pourrait pas dire qu'il y a une unité de style, évidemment impossible, dans toutes ces formes et ces registres différents. Mais par contre, il y a quelque chose qui reliait toutes ces œuvres, c'est une façon d'être au monde, une façon de s'adresser aux spectateurs, une façon d'être en scène. Et je crois que l'unité de cela était réalisée par le flair, le goût, l'humeur de Jo, la passion de Jo. Et on ne peut qu'être complètement saisi par ses intuitions, par sa faculté d'avoir saisi exactement quel artiste pouvait être révélant, être important. Et en tant que directeur artistique aussi, c'est un exemple extrêmement frappant parce qu'il a suivi exactement ce qu'il lui semblait juste, en ne s'inféodant jamais à une mode, à un style, à une notoriété, en faisant exactement ce qu'il avait la sensation de montrer justement. Ouais, Astrid Vanim, vous qui devez travailler, on l'a dit, à ses côtés, qui est devenue maintenant, qui est devenue directrice du 140, de quelle manière, je dirais, il vous influence aujourd'hui comme directrice ? Quelle est la marque qu'il vous a transmise d'une certaine manière, il vous a formé ? Oui, moi je peux carrément dire qu'il m'a tout appris, Jo. J'étais jeune, toute jeune, quand j'ai commencé au 140, il a cru en moi, il a ouvert, éclairé mon regard. On allait voir énormément de spectacles ensemble, on partageait après, on avait une très belle affinité artistique, c'était vraiment rare qu'on soit en désaccord. Et quand j'avais moi un avis un peu plus tranché, et Jo m'éclairait en me disant « mais attention, ceci, ne jette pas tout à la poubelle, ce spectacle, ceci, c'est quand même une belle recherche de la belle qualité ». Et c'est ça qui m'a apporté, moi, c'est ce regard qui m'a affiné. Ouais, peut-être juste pour terminer, Philippe Rombert, vous vous sentez aussi comme un héritier aujourd'hui de Jo Dekmin, et j'aurais peut-être envie de vous demander aussi quelle marque finalement il laisse aujourd'hui dans le monde culturel à Bruxelles et en Belgique. C'est peut-être un peu large, mais peut-être une marque, une influence. Mais en fait, c'est quand même assez unique d'avoir proposé de cette manière-là dans un lieu qui en soi n'est pas physiquement extraordinaire. Au départ, une salle paroissiale, et puis qui est devenue un lieu international, parce que c'est quand même ça aussi la mission qu'il faut rappeler peut-être aux gens, que c'était un lieu qui était là pour faire découvrir une sensibilité contemporaine venant de l'étranger. Ouais, et ça a vraiment laissé une marque, ça, chez nous à Moi, je pense qu'il y a pas mal de responsables culturels, de gens qui gèrent des institutions maintenant, qui se sont emparés aussi de cette démarche, de cette dimension, et qu'il n'y avait pas il y a 25 ans. Il a vraiment, je crois, incité pas mal de gens à aller voir aussi ailleurs et de faire découvrir sur le territoire, si on se limite à Bruxelles. Merci à tous les trois. Voilà, c'est la fin de cette émission.